Ouverture d'un guichet unique, accueil et information au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Une initiative de ce ministère en partenariat avec le Haut Commissariat à la modernisation de l'État pour orienter les usagers. Ouverture ce jour de la saison sportive 2013-2014 des forces armées nigériennes. Le top départ du parcours de santé a été donné par le ministre de la Défense nationale Karijo Mahamadou en présence de plusieurs officiers, sous-officiers et hommes de rang. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité de suivre ce journal que nous ouvrons avec cette audience au cabinet du Premier ministre. Le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, s'est entretenu ce matin avec une délégation des ressortissants de la commune d'Arlit conduite par Abdurrahman Laouli, maire de cette ville. Le projet Arlit Sarho ou Arlit la Coquette était au centre de leur entretien. Donc notre entretien est axé essentiellement sur la table ronde que nous avons organisée le 18 passé. Avec le chef du gouvernement, en tout cas, on a longuement échangé sur cette opportunité. Il s'agit d'un programme très vaste, très ambitieux que la commune urbaine d'Arlit a initié, un programme d'aménagement des voiries. Alors, nous avons partagé avec son Excellence le Premier ministre les conclusions et des résultats donc, de cette table ronde. Donc au cours de notre entretien, en tout cas après avoir lui donné en tout cas les tenants et aboutissants et l'objectif en tout cas de cette table ronde, ce que nous visons, ce que la commune urbaine d'Arlit vise. Et son Excellence nous a prodigué des sages conseils, en tout cas, et nous avons pris bonne note. C'est le lieu vraiment de lui rendre un hommage mérité. Il nous a encouragés, en tout cas, parce que c'est une initiative, en tout cas, c'est une première. Et je pense qu'on n'a pas le droit d'échouer. Cette initiative, en tout cas, elle rentre dans le cadre parfait, en tout cas, et elle rime avec, en tout cas, les grandes lignes de la politique de la 7e République. Il s'agit, en tout cas, d'aménager les voies de la commune urbaine d'Arlit. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la commune urbaine d'Arlit est vieille de plus de 37 ans, même si elle ne s'appelait pas commune. Il y a une existence des êtres humains. Il s'est trouvé qu'elle a connu un accroissement très rapide de l'ordre de 6% et qui a vite vu sa population en tout cas très développée, 120 000 habitants. Alors la question qui se pose, c'est que nous sommes en train d'accroître. Nous avons des perspectives de la transsaharienne et nous avons l'idée de l'après-iranien. Donc il va falloir quelque part dans l'histoire s'arrêter pour savoir où on va. Et justement, c'est à la recherche de cette réponse que le conseil municipal de la commune urbaine d'Arlit a initié un programme d'aménagement des voiries pour pouvoir en tout cas penser, chercher les voies et moyens pour mettre la population de notre commune en tout cas dans des conditions à l'abri des intempéries.
Bref, en tout cas, on l'a intitulé Arlit Sarho à l'image de Niamey Yala. Mais comme on est à l'extrême nord, on va utiliser la langue du milieu, Sarho. Mais au-delà de l'aspect, en tout cas, esthétique, nous sommes en tout cas en train de rechercher un aspect en tout cas beaucoup plus salvateur qui va en tout cas mettre notre population dans des conditions de vie certes, mais à l'abri de certaines intempéries. Alors nos attentes se résument en tout cas en 2 points. D'abord, on est très content d'entendre en tout cas le chef du gouvernement nous apporter son soutien par rapport à ces projets et également le soutien des partenaires techniques et financiers pour nous accompagner dans la réalisation de ces programmes. Certes, il faut le dire que la population de d'Arlit, en tout cas, son soutien, lui, il est en tout cas sans réserve. Nous avons apporté tout le soutien, qu'il soit matériel, moral. Ce que nous cherchons maintenant, c'est que les partenaires puissent nous accompagner, les partenaires financiers et techniques, pour que cet objectif voit le jour. Abdraman Mori, maire de la ville d'Arlit, et ce communiqué suite à la requête adressée au juge de référé relativement à la marche que le ROTAB a projetée pour le samedi 25 janvier 2014. Le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, statuant en matière de référé, a rejeté la dite requête tendant à l'annulation de l'arrêt du président du conseil de ville de Niamey qui interdisait la dite marche, notamment pour violation de l'article 3, alinéa 2 de la loi 2004-45 du 8 juin 2004 relative aux manifestations sur la voie publique. Les conséquences qu'on peut tirer de cette décision, c'est que toute participation à cette marche est une violation aux dispositions légales de la loi précitée et tout contrevenant s'expose à des poursuites pénales. Formation des journalistes des secteurs publics et privés sur les IST VIH-Sida par la coordination intersectorielle de lutte contre les IST VIH-Sida. Elle a débuté hier à Niamey et vise à renforcer les capacités des hommes des médias sur cette pandémie. C'était en présence du ministre de la Communication et des Relations avec les institutions. Le récit de Djouari Issaka. Le choix des journalistes n'est pas un fait du hasard. Le comité intersectoriel de lutte contre le VIH-Sida veut, à travers la communication, trouver un canal sûr de sensibilisation et d'information sur les IST VIH-Sida. C'est pourquoi renforcer les capacités de ces journalistes devient nécessaire pour la lutte contre la propagation, la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH. L'activité pour laquelle nous sommes là ce matin n'est pas des moindres, car comme vous le savez, les hommes de médias sont les premiers communicateurs en interaction directe avec les populations, toutes catégories confondues. La lutte contre le sida se doit d'être collective et c'est pour ça que chaque acteur devrait se positionner dans son domaine. Nous pensons que les médias en constituent un acteur de taille, bien qu'ils soient souvent considérés comme des simples prestataires de services. C'est pour ça que nous démarrons cette nouvelle année avec cette importante formation sur le renforcement des capacités des journalistes privés et publics de la capitale. Il revient, après la formation à chaque média ou à chaque journaliste, de définir sa programmation en fonction de sa ligne éditoriale et des moyens dont il dispose. Le ministre des tutelles a salué l'initiative du comité et invite les journalistes à s'engager dans la lutte. Cette formation, j'ose espérer, contribuera à renforcer vos capacités journalistiques et vous permettra d'imprimer un nouveau souffle de la mise en œuvre des actions de prévention des IST VIH-Sida, plus particulièrement dans le combat contre la stigmatisation et la discrimination dont font l'objet les personnes vivant avec le VIH. En effet, votre implication en tant que journaliste constitue un puissant levier qui facilitera le dialogue avec les populations et renforcera la crédibilité des politiques et des programmes. Aussi, se fondant sur les principes, les règles de la déontologie et d'éthique qui incarnent votre profession, vous apporterez aux populations les éclairages indispensables pour contenir et prévenir cette maladie du siècle. Vous accompagnerez, j'en suis convaincu, les scientifiques, les politiques, les gestionnaires des programmes et la société civile dans les différentes phases de la mise en œuvre de la stratégie
en partageant avec la population les informations sûres afin d'assurer une visibilité des actions menées autour de la riposte. Mesdames et messieurs, grâce à vos capacités de mobilisation et vos talents pour la sensibilisation, vous pouvez aider à plus de dépistage et à une meilleure prise en charge médicale, à sortir les personnes vivant avec le VIH de l'isolement, et remplacer ainsi leur inquiétude par l'espoir et atténuer la stigmatisation et la discrimination dont elles sont victimes. Ils auront 3 jours d'information sur les IST-VIH-Sida. Ces connaissances de base vont aider les journalistes dans leur communication de lutte contre la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH-Sida. Restons avec les hommes des médias et la loi dépénalisant les délits commis par voie de presse et la signature de la montagne de la table qui ne permet toute poursuite contre un journaliste dans l'exercice de ses fonctions sont aujourd'hui mal interprétées. On assiste à des pratiques qui n'honorent nullement la profession. C'est ce que nous rapportent Habibou Garba et Laouli Yahya. Faire jouer à la presse son véritable rôle de quatrième pouvoir d'une nation libre et indépendante, tel est l'objectif de la loi portant dépénalisation des délits commis par voie de presse et la table de la montagne signée par le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, le 30 novembre 2011. Ce sont des actes salutaires et synonymes de l'hier d'espoir pour l'ensemble des professionnels des médias qui aspirent à exercer librement et en toute responsabilité leur métier. Cependant, force est de constater que nombreux sont les journalistes qui s'adonnent allègrement à des pratiques qui n'honorent pas du tout la profession. Ainsi, on peut citer entre autres pratiques le non-respect de l'éthique et de la déontologie des métiers de presse qui constituent le pilier de la profession. C'est d'ailleurs pourquoi certains observateurs qualifient ces journalistes de brebis galeuses. Pour eux, la dépénalisation et la déclaration de la table de la montagne sont une sorte de licence à tout faire qui leur permet de faire ce qu'ils veulent, parce que leur crainte au départ, c'est qu'on peut arrêter un journaliste, le jeter en prison. Or, depuis l'acquisition de ces... N'importe qui crée un journal, n'importe qui vient sur le plateau d'une télévision ou sur une radio pour insulter père et mère, un citoyen tout court, a pris forte raison les autorités. C'est vrai, il y a des dérapage de la presse. Parce que ce qui est mal aussi, ce qui est écœurant, c'est quand il y a un homme politique derrière un journaliste. C'est-à-dire tous les propos que les journalistes disent, s'il ne dit pas honnêtement au fond de lui, s'il y a un homme politique ou une personne derrière lui, c'est ça justement qui fait mal et c'est ça qui n'est pas bien. Nous constatons vraiment dans les faits, depuis quelque temps, il y a des dérives au sein de notre corporation. Et vous savez, je dois vous dire que ce qui se passe aujourd'hui est inquiétant. Vous avez des gens qui n'ont aucun organe de presse et qu'à chaque moment qu'ils se trouvent sur des plateaux de télévision et pour parler de contenu des journaux. Et il y a eu également certains qui se disent journalistes mais qui n'ont ni carte de presse et qui se permettent de traiter certaines questions, certains sujets que doivent aborder des journalistes. Donc on a vu ces journalistes-là, je les mets entre griffes, puisqu'ils n'ont pas qualité de journalistes, ils ne font pas les fondamentaux du journaliste, la collecte, le traitement, les diffusions, mais surtout la profession exige que nous soyons impartiaux et que nous ayons une objectivité et une responsabilité dans tout ce que nous faisons. Pour les organes de régulation, ces journalistes se versent dans certaines considérations et seulement la précarité justifie ces dérapages. Ça n'honore pas. Aujourd'hui, on a comme l'impression que les journalistes sont devenus, comme avait dit, à la limite, quelque part, c'est des griots. En tout cas, c'est le griotisme moderne. C'est un peu ça la situation. C'est dommage, c'est déplorable, c'est un métier noble, mais malheureusement, le comportement des gens font que de plus en plus, il y a une lassitude, il y a une désaffection, même du grand public vis-à-vis de cette profession-là.
Depuis un certain temps, nous avons constaté beaucoup de dérapages dans le traitement de l'information par les journalistes nigériens. Cela est dû à plusieurs facteurs. Il y a d'abord effectivement l'aspect qui fait que beaucoup parmi nous n'ont pas compris le contenu de la loi portant un régime de la liberté de la presse, donc qui pensent qu'aujourd'hui ils peuvent tout dire, tout écrire. Reporters sans frontières, c'est vrai, dans son dernier classement, avait dit que le Niger a reculé de 14 places parce que cela était dû au mauvais comportement des journalistes dans le traitement de l'information. Auparavant, on était très bien placés. Et on sait qu'habituellement, quand la liberté de la presse se porte mal dans un pays, c'est quand les journalistes sont bastonnés ou emprisonnés. Mais l'année dernière, Reporters sans frontières avait dit qu'on avait reculé par la faute des journalistes. La liberté de la presse est non seulement un vecteur de développement pour tout pays, mais aussi un moyen pour consolider la paix et la démocratie. Alors il est plus que nécessaire que les journalistes soient impartials et sans parti pris, afin qu'ils restent et demeurent la vision et l'oreille du public aussi large que variée. Inauguration ce matin au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative d'un guichet unique accueil et information pour orienter les usagers. C'est une initiative du Haut Commissariat à la modernisation de l'État à travers le financement de la coopération française. Le ministre de la fonction publique, Laouli Chebou, a pris part à l'inauguration suivie d'une visite guidée. Mahmoud Idrissa Mega et Asko Jibril. Il faut dire que c'est dans le cadre de la modernisation de l'administration publique, la facilitation de l'accès à l'information administrative que le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, avec l'appui financier de la coopération française, a doté le ministère de la fonction publique d'un service d'accueil et de renseignement. Ce service comporte en son sein une base de données, une boîte à suggestions et plusieurs matériels permettant aux usagers d'accéder facilement, rapidement et régulièrement à l'information. Tous les agents de l'État sont nos usagers, ils sont en réalité nos clients. Maintenant, ce qu'il y a quand on vient le petit matin, on se rend compte de l'affluence des gens. Et souvent, on trouve des gens désemparés d'abord pour repérer là où ils peuvent avoir la solution à leurs problèmes. Des gens désemparés pour retrouver même leurs problèmes, ça se situe à quel niveau. Donc pour résoudre ces problèmes, nous avons pensé qu'il faille mettre sur pied un guichet d'accueil information. Accueil information d'abord, il faut accueillir les gens, d'abord leur dire là où ils peuvent tirer les informations dont ils ont besoin. En plus de ça, les orienter vers les directions qui sont chargées de gérer les questions qu'ils posent. Le ministre de la fonction publique, Laouli Chebou, qui a pris part personnellement à l'inauguration de ce service, a effectué des remarques pertinentes pour l'amélioration du service et a donné séance tenante des instructions pour l'efficacité et le respect strict de ces principes. Le coup d'envoi de la saison sportive 2013-2014 des forces armées nigériennes a été donné très tôt ce matin à la place de la concertation de Niamey. Et c'est le ministre de la Défense nationale, Karidjo Mahamadou, qui a donné le top départ du parcours de santé en présence de plusieurs officiers, sous-officiers et hommes de rang. Jibril Namalka, Issaka Issa. Ils étaient nombreux, très nombreux d'ailleurs, à prendre part au démarrage des activités de la saison sportive des forces armées nigériennes. Une saison qui sera ponctuée par plusieurs activités que compte mener avec brio la direction de l'information, des relations publiques et des sports. Très tôt, le ministre de la Défense, Karidjo Mahamadou, s'est joint à la troupe pour témoigner une fois de plus son admiration et sa considération à ces hommes et femmes qui, de jour comme de nuit, veillent à la sécurité du peuple nigérien. Pour y maintenir le cap, il faut faire beaucoup de sport. Et oui, beaucoup de sport afin d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Le colonel Abdoulaye Adamou Harouna a dans son discours rappelé les vertus du sport. Le sport qui est un véritable instrument de cohésion, très fort, vecteur d'unité nationale. Bref, cette année sera pleine d'activités. Le programme des activités sportives militaires de chaque année comprend normalement dans l'ordre chronologique le contrôle obligatoire de la valeur physique individuelle, communément appelé COVAPI, le semi-marathon de Kanazi, le ballon militaire, Coupe du ministre de la Défense nationale, le championnat d'athlétisme au niveau des zones de défense,
le relais 10 x 2 km au niveau de toutes les unités, le championnat militaire de triathlon, coupe du chef d'état-major des armées, le championnat de football au niveau des zones de défense, le championnat militaire de cross-country, coupe du chef d'état-major de l'armée de terre, et enfin, le semi-marathon des armées, coupe du président de la République. Toutes ces activités, vous en conviendrez, sont de nature à faire participer tout le monde, compte tenu des différentes disciplines qui y sont associées. Le colonel Abdoulaye Adamou Harouna a aussi saisi l'occasion pour présenter à l'assistance les athlètes qui ont brillamment représenté le Niger aux compétitions internationales, à l'image du caporal Ahmed Goumar, judoka qui a porté haut les couleurs nationales au championnat du monde de judo à Rio de Janeiro au Brésil en remportant 2 victoires sur 3 combats. Résultats somme toute satisfaisants. Pendant les mois écoulés de 2013, l'effort principal a porté sur les compétitions de football de première division, ainsi que les courses de fond et de demi-fond en international notamment. Compétition auquel l'AS Fan a pris part et s'en est sorti avec un classement fort honorable en parvenant en finale de football à se classer vice-champion du Niger. Mieux, depuis 2010, l'AS Fan est la seule équipe de football à se hisser en phase de poule d'une compétition africaine. Or, depuis les indépendances, aucune équipe nigérienne de football n'a franchi pareille étape. Pour clôturer en beauté cette cérémonie, un match de cohésion aura permis aux officiers, sous-officiers et hommes de rang de fraterniser autour du sport. Ouverture ce matin également à Agadez de la saison sportive 2013-2014 des forces de défense et de sécurité de la région. La cérémonie de lancement de cette saison a été marquée par un cross de masse et un match de ballon militaire entre les officiers et les hommes de rang qui se soldaient sur un score de 6-2 en faveur des moins gradés. Nassour Nakakale et Mohamed Madou. La saison sportive 2013-2014 des forces de défense et de sécurité de la région d'Agadez est ouverte dans la pure tradition militaire. La cérémonie a eu lieu en présence du commandant de la zone de défense numéro 2, le colonel Nomadare, celui de la gendarmerie nationale, le chef d'escadron Abdourahman Darwan, et des commandants des différentes unités des corps militaires et paramilitaires de la place. Le programme de manifestation inaugurale s'est déroulé en 2 phases. Il comprend un cross de masse qui a enregistré la participation des officiers, sous-officiers, hommes du rang de la région. Les coureurs sont partis du rond-point de la République pour déboucher au stade régional Sidi Mohamed via l'autogare et la compagnie des sapeurs-pompiers. Au terme du circuit long de 2,5 km en match de cohésion du ballon militaire, s'est joué au stade devant un parterre de supporters composé essentiellement d'éléments des FDS en poste dans la région. La rencontre a opposé l'équipe des cadres à celle des hommes du rang. Elle s'est soldée au finish par le score sans appel de 6-2 en faveur de la troupe. Les militaires du rang qui savourent leur victoire ont exercé une domination pressante tout au long de la partie sur un adversaire tout aussi déterminé à remporter sans succès le match à disputer. L'adjudant-chef major Adamou Boukari, responsable sport de la zone de défense numéro 2, revient sur le déroulement de la saison sportive 2013-2014 au sein des FDS. Conformément au programme des activités sportives et conformément aussi aux directives qu'on a reçues, on a tenu donc d'organiser cette journée qui correspond à l'ouverture de la saison sportive 2013-2014. Donc c'est à ce titre qu'on a organisé cette manifestation qui a bien sûr regroupé l'ensemble des FDS. Donc il y a eu une première phase qui a concerné le cross de masse de 2,5 km. Et ensuite, on est venu ici donc au niveau du stade, on a tenu un match de cohésion qui a regroupé l'ensemble des FDS, militaires du rang contre les cadres FDS.
Restons avec les militaires où le chef d'état-major des armées, le général de division Seni Garba, poursuit sa tournée de travail à l'intérieur du pays. Dans la région de Tawa où il se trouve depuis hier, le général de division a échangé avec les officiers, sous-officiers et hommes de rang de la zone de défense numéro 4 de Tawa, région retenue également pour l'exercice militaire Flintlock 2014. Yazirabiou Hawa Mahmoud. À sa descente d'avion, le chef d'état-major, le général de division Seni Garba, accompagné pour la circonstance du directeur central du génie militaire et des infrastructures, colonel Maman Moussa, du coordonnateur adjoint Flintlock 2014, colonel Altine Moukaila, de son chef de cabinet, commandant Sadou Amadou, a été accueilli par le gouverneur de la région Salif Barmou, du président du conseil régional Adamou Ilo, des autorités communales et traditionnelles et du commandant de la zone de défense numéro 4, colonel Doro Omar. Monsieur le général de division, chef d'état-major des armées, les honneurs vous sont rendus par deux sections du 42e bataillon interarmes aux ordres du capitaine Amour Kalimou, commandant le 423e escadron blindé. Mes devoirs, mon général. Après qu'un détachement militaire lui ait rendu les honneurs, le général de division Seni Garba s'est rendu à la zone de défense numéro 4 où il a échangé avec les officiers, sous-officiers et hommes de rang de toutes les unités des forces de défense et de sécurité. Il a d'abord transmis les salutations fraternelles du chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence Mamadou Issoufou, et du chef du gouvernement, son Excellence Birji Rafini. Cette visite a un double objectif: la sécurité dans la zone sahélo-saharienne en général et au Niger en particulier, notamment la lutte contre les menaces terroristes, l'AQMI, le Mouchaou et Boko Haram. Autre point évoqué, le trafic dans toutes ses formes, le trafic de drogue, des personnes et d'armes doivent interpeller votre conscience. Pour cela, il faudrait de la détermination, l'amour de la patrie et de la vigilance. Au terme de son propos, le chef d'état-major, le général de division Seni Garba, a transmis à ses vaillantes forces la bonne nouvelle, le renforcement des capacités à travers des séances de formation qui seront organisées à Niamey, Tawa et Agadez. Quant au gouverneur de la région Salif Barmou, il dira que la sécurité des personnes et des biens est un élément fondamental pour tout développement durable. Salif Barmou d'ajouter que les autorités et les populations participeront pleinement pour que la quiétude et la paix règnent dans le Niger en général et Tawa en particulier. Il convient de rappeler très tôt le matin, le gouverneur a donné le coup d'envoi de la saison sportive 2014. Un match de ballon militaire a opposé les cadres en rouge et les hommes de rang. Un match de ballon militaire dont la combativité, l'esprit d'équipe ont prévalu. Durant 1 heure de temps, le score final était resté 4-4. Et après les différentes visites effectuées au niveau de la zone de défense numéro 4 de Tawa, le chef d'état-major des armées, le général de division Seni Garba, nous livre ici ses impressions. Nous avons mis à profit ce déplacement pour effectuer la dernière visite des sites de l'exercice Flintlock 2014 qui va se dérouler au Niger du 15 février au 15 mars 2014. Rappelons que cet exercice Flintlock 2014 est conjointement organisé par le Niger et les États-Unis d'Amérique. Il va regrouper 17 pays, dont 8 pays africains et 9 pays occidentaux, surtout dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Mais il y aura aussi des actions humanitaires, notamment des soins gratuits au profit des populations des zones concernées. Ces grands investissements que nous avons eu à visiter dans le cadre de cet exercice vont naturellement profiter aux forces armées nigériennes à l'issue de l'exercice. Je peux dire que le Niger est fin prêt pour accueillir cet événement important. Je suis très satisfait de tout ce que j'ai pu constater sur le terrain en termes d'engagement et de motivation du personnel des forces de défense et de sécurité dans le cadre de l'exécution de leur mission de sécurité. Et aussi
le niveau des préparatifs pour l'exercice Flintlock 2014. Enfin, j'ai profité de ce déplacement pour transmettre au personnel des forces de défense et de sécurité les félicitations et les encouragements des plus hautes autorités politiques de notre pays par rapport à l'engagement de l'ensemble des forces de défense et de sécurité dans le cadre de l'exécution de leur mission de sécurisation des populations et de leurs biens. Et le Conseil national de la jeunesse du Niger organise son premier forum international des jeunes sur la question de la paix et de la sécurité. Donc un forum qui se déroulera du 28 au 29 janvier 2014 dans la région de Tawa. À ce propos, nous recevons sur ce plateau Aliou Oumarou, président du Conseil national de la jeunesse du Niger. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Ma première question est de savoir pourquoi un tel forum? Le Conseil national de la jeunesse, dans ses attributions, a le devoir d'organiser tout événement qui contribuera au développement de notre cher pays. Donc c'est ainsi que nous avons initié ce grand événement, comme vous l'avez dit, qui se tiendra dans moins d'une semaine dans la région de Tawa. Et quels sont les objectifs visés et quels sont également les pays invités? Les objectifs, comme vous le savez, le contexte sécuritaire en Afrique est très préoccupant. Et malheureusement, c'est la jeunesse qui est utilisée le plus souvent dans les actes que posent certains acteurs que vous connaissez, les terroristes et bien d'autres. Donc pour nous, la meilleure façon de contribuer à stabiliser le continent africain, c'est d'engager la jeunesse à poser des actes, c'est d'engager la jeunesse à se positionner, parce que notre souci majeur, qui est le problème de l'emploi, ne pourra se gérer que dans la stabilité, dans la quiétude totale. Donc c'est pourquoi nous avons invité des pays qui sont dans le feu de l'action, des pays comme la Centrafrique, le Mali, des pays en post-conflit, tels que la Côte d'Ivoire, la Mauritanie et bien d'autres. Donc il y aura aussi le Sénégal, le Nigeria, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, pour dire que tout est réuni pour permettre à la jeunesse africaine de s'exprimer et de prendre elle-même des engagements. Tout à l'heure, vous avez montré les images du chef d'état-major des armées qui faisait le tour des régions. Il faudrait que la jeunesse accompagne les autorités africaines, parce que l'affaire de sécurité est une affaire de tous. Nous ne devons pas rester en marge. Et malheureusement, lorsqu'il y a conflit, c'est nous qui payons le plus lourd tribut. Nous, les jeunes, les femmes et les enfants. Donc c'est pourquoi notre conseil a décidé en tout cas d'organiser ce grand événement qui va être parrainé par son Excellence le Premier ministre chef du gouvernement, avec tous les partenaires au développement qui s'intéressent à cette question de paix et de sécurité. Vous-même, vous dites que c'est un grand événement et puis c'est un événement international que vous allez organiser non seulement au Niger, mais également à Tawa, à plusieurs kilomètres de la ville de la capitale. Quelles sont les dispositions prises à votre niveau pour la réussite de ce forum? Nous avons actuellement une équipe permanente à Tawa qui travaille avec les autorités régionales. Depuis 2 semaines, c'est du travail non-stop que nous menons, parce que, comme vous le savez, Tawa a été ciblé, parce que Tawa fait partie des zones à risque, qui est même ciblé par le projet des Américains. Le projet des Américains. Donc les zones à risque, Tawa, Agadez, Difa, nous nous sommes dit, puisque nous avons eu la chance d'organiser des événements dans les autres régions, il faudrait aussi permettre à la jeunesse africaine de se retrouver loin de Niamey, pour vivre aussi les réalités de nos pays. Parce que le plus souvent, les grands événements sont organisés dans les capitales, ce qui ne permet pas à la jeunesse même africaine de connaître les réalités sur le continent. Donc voilà un peu le choix porté sur cette région, et vraiment tout est mis en œuvre pour bien accueillir en tout cas nos étrangers. Ce qui n'est pas chose aisée, mais pourquoi vous avez choisi ce moment pour organiser un tel événement international alors que vous êtes en fin de mandat? Bon, vous savez, fin de mandat, ça, ce n'est pas la question qui est d'actualité. Pour nous, la priorité aujourd'hui, avec les tendances en Afrique, c'est de faire en sorte qu'il y ait une quiétude totale dans notre pays. Cette quiétude qui est une priorité absolue pour les autorités africaines, et nous nous inscrivons
parfaitement dans cette logique de les accompagner pour stabiliser l'Afrique. Parce que, comme le disait Nelson Mandela, si l'Afrique veut prospérer, il faudrait qu'il y ait la paix, il faudrait qu'il y ait la sécurité. Nous avons toutes les ressources qu'il faut pour que l'Afrique soit un continent émergent, mais malheureusement, les conflits font que nous accusons énormément de retard. Et notre génération s'engagera, en tout cas, à faire en sorte que l'Afrique soit un continent de paix pour permettre à cette génération que nous représentons puisse prospérer. Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse tunisienne, Aliou Morou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Réunion de concertation cet après-midi au cabinet du Premier ministre du plan stratégique de la cellule d'analyse et des perspectives en matière de développement à CAPED. Et c'est la directrice du cabinet du Premier ministre, Mme Kania Chotoboulama, qui a présidé la dite réunion. En plus de son rôle pivot en matière de renforcement des capacités des agents des administrations publiques et des acteurs de la société civile, la CAPED constitue également un centre d'intérêt stratégique pour le gouvernement et ses partenaires en matière d'analyse et de prospective en développement. La continuité des activités de la CAPED en matière de renforcement des compétences et d'analyse des politiques publiques est d'autant plus importante que son Excellence le Premier ministre fait désormais de cette structure un pilier en matière de veille stratégique et de conception de politiques publiques. Cependant, dans une perspective d'appropriation et de capitalisation des acquis et des résultats enregistrés lors des 2 phases du projet, dont a bénéficié la CAPED, et sur l'initiative personnelle de son Excellence le Premier ministre, la CAPED vient de recruter 20 jeunes diplômés du 3e cycle ayant enregistré des parcours universitaires très brillants dans divers domaines de compétences, afin de doter le gouvernement de ressources humaines qualifiées en matière d'analyse stratégique et d'aide à la décision. À travers cette réunion de concertation, nous avons trouvé la nécessité de vous proposer d'inscrire le présent document, c'est-à-dire le plan stratégique, dans une logique de consolidation des acquis enregistrés et d'autre part dans une perspective de contribution aux efforts du gouvernement pour faire face aux défis et enjeux que pose le déficit de capacités en matière d'analyse et de conception de politiques publiques. Les objectifs recherchés à travers la mise en œuvre de ce plan stratégique sont aussi compatibles avec ceux du développement durable par le renforcement des capacités et d'éclairage qu'il apporte sur les actions de développement que les autorités et les partenaires tentent de réaliser pour assurer le bien-être de la population des Nigériennes. Donc le présent document, soumis à votre appréciation, décrit le contenu du plan stratégique articulé autour des principaux points suivants. Une analyse de la situation socio-économique et politique du Niger et le cadre institutionnel de recherche et d'analyse des politiques publiques. Deuxièmement, la chaîne d'intervention de la CAPED sur la période 2014-2018 qui intéresse le plan stratégique. Troisièmement, une présentation du cadre organisationnel de mise en œuvre. Quatrièmement, le plan d'action de mise en œuvre. Et enfin, le cadrage budgétaire. Il faut rappeler aussi que le plan stratégique de la CAPED prévoit les innovations suivantes. La mobilisation du partenariat technique et financier, le plaidoyer pour le développement technique en matière de recherche et d'analyse de politique économique publique, la création d'un centre de documentation et d'information économique CDI accessible à tous et un programme dit jeunes professionnels spécialisés qui est perçu comme un outil pour mobiliser et développer l'expertise nationale sous forme de réseau d'experts organisés. Afin de renforcer les capacités des décideurs publics en matière d'anticipation, de prise de décision et de gestion stratégique du développement, le plan stratégique prévoit la réalisation des études thématiques et de prospectives d'une part, et d'autre part, à la demande de réaliser donc des études portant sur les secteurs prioritaires. Il s'agit entre autres de réflexions portant sur le climat des affaires et le développement du secteur privé, la gouvernance et la qualité du service public, des analyses approfondies sur les politiques économiques et la pauvreté, et une étude de faisabilité sur la création d'un fonds de développement pour les générations futures. Région d'Agadez, au Kawar, clôture hier à Bilma des travaux de l'atelier de planification des actions de développement
de la commune urbaine de Bilma. À l'issue de cet atelier organisé par le Haut Commissariat à l'initiative 3N, les partenaires et financiers du système des Nations Unies se sont engagés à soutenir la commune urbaine de Bilma avec une enveloppe de plus de 635 millions de francs CFA. Hachim Mohamed, Nassur Nakakali. Après 2 jours en travaux de groupe et en plénière dans le cadre de l'approche de communes de convergence, le diagnostic de la commune urbaine de Bilma a été établi par le cadre technique et l'équipe de partenaires techniques et financiers basés à Niamey. Les participants ont pu apprécier les capacités de mobilisation effective des ressources en faveur de la résilience des communautés sur fonds propres de la commune pour l'exercice 2013. Au terme des travaux, un plan d'action biannuel 2014-2015 de la commune urbaine de Bilma a été élaboré. Sa mise en œuvre prend en compte les réelles préoccupations des populations de la commune urbaine de Bilma, tant dans les domaines de l'éducation, l'environnement, la santé, l'agriculture, l'hygiène et l'assainissement. Les premières annonces en appui à l'initiative 3N décidée par les partenaires de développement des agences des Nations Unies qui étaient à Bilma est de 635 159 100 francs. Quant à la commune, elle s'engage de débloquer 75 millions de francs CFA pour accompagner ce processus. Des recommandations ont été formulées à l'endroit de tous les acteurs pour garantir la réussite des actions retenues. À l'endroit des autorités communales, mettre en place la commission spécialisée de planification, suivi et évaluation. Réactualiser le PDC. Élaborer un plan d'investissement annuel qui prend en compte le programme Résilience. Élaborer un budget participatif. À l'endroit des autorités administratives départementales, prendre un arrêté pour la création du cadre de concertation. Mettre en place le comité départemental de suivi et évaluation. A noter qu'en clôturant tard dans la nuit les travaux de cet atelier, le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mikido, a réussi l'exploit de réconcilier les enfants de Bilma longtemps divisés pour diverses raisons. Comme un seul homme, les habitants de la capitale du Kawar sont engagés à travers une déclaration solennelle de sceller cette réconciliation et de tout mettre en œuvre pour la réussite des actions programmées. Nous, autorités administratives, coutumières et communales de Bilma, prenons l'engagement solennel. 1. De taire toutes nos divergences afin de contribuer positivement au programme de renaissance du Niger. 2. D'être unis, soudés et solidaires des actions de développement à nous confier, et ce, dans l'intérêt bien compris de nos populations. À Niamey, après 3 jours de fructueux échanges, l'atelier de formation des inspecteurs généraux de services a clôturé ses travaux. Cet atelier dont l'objectif était de permettre aux participants de s'approprier les méthodes et outils pour mieux structurer leur fonction de conduite d'une inspection et de mener des structures et des services, entre autres, a été organisé par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État. Maria Madakou, Abdou Sidikou. Ce compte tenu du rôle important que les inspections générales de services jouent dans les différents ministères de par leur attribution d'organes de veille, de contrôle et d'appui conseil que les autorités au plus haut niveau dans le but de rendre l'appareil administratif plus dynamique et plus efficace ont instruit le Haut Commissariat à la modernisation de l'État de procéder au diagnostic des inspections générales de services en vue de leur dynamisation. C'est donc dans cette optique que cette session de formation de 112 heures visant le renforcement des capacités opérationnelles de ces derniers a été organisée. Une formation jugée bénéfique par les différents participants. Il faut dire franchement que notre participation au séminaire a été vraiment bénéfique. Bénéfique parce que au cours du séminaire, nous avons d'abord travaillé sur l'existant. Nous avons examiné le décret 2013-70 du 22 février 2013 déterminant les attributions, l'organisation des inspections générales des services. Nous avons examiné en profondeur le texte, ce qui nous a permis de voir quel apport ce texte apporte aux inspections générales des services dans la conduite de leurs activités, dans la conception de leur plan d'action annuel ou pluriannuel
et les rapports qu'ont ces inspections générales des services avec les autres administrations de l'État. Nous avons appris les techniques et les méthodes pour pouvoir conduire des missions d'inspection. Nous avons également appris certaines distinctions à faire au niveau des concepts clés, tels que l'audit interne, l'audit externe et l'inspection contrôle. Donc, à mon avis, c'est vraiment un séminaire qui vient à point nommé et qui va aider beaucoup les inspecteurs généraux des services, aussi bien les anciens que les nouveaux. Pour les inspecteurs généraux des services, c'est pratiquement une nouveauté parce qu'il s'agit d'une formation en audit interne. C'est-à-dire qu'on leur apprend des outils et on leur apprend le processus pour mener une enquête administrative. Et c'est différent d'une inspection ou d'un contrôle où on cherche à dénicher le voleur pour le prendre. Ici, c'est une démarche nécessaire pour connaître le fonctionnement, si vous voulez, pour connaître le dispositif du contrôle interne. Est-ce que le dispositif du contrôle interne dans l'administration, ça marche? Ce sont 35 inspecteurs généraux de services qui ont pris part à cette session de formation visant l'appropriation des outils et techniques entrant dans le cadre de l'audit organisationnel. Clôture à Zender des travaux de la session extraordinaire du Conseil régional de la ville de Zender. À l'issue de leur assise, les participants ont à l'unanimité adopté des termes de référence contribuant au développement de la dite région. Ali Abdou, Jamila Amadou. Après une journée d'échanges fructueux, les participants à cette session extraordinaire ont adopté à l'unanimité des termes de référence pour l'élaboration du plan de développement régional d'un montant global de 143 millions de francs CFA et ceux relatifs à l'organisation du forum régional sur les impacts environnementaux liés à l'exploitation de la SORAS d'un montant global de 21 millions de francs CFA. En clôturant les travaux, le président du conseil régional de Zender a adressé ses félicitations aux participants pour la réussite de cette session, mais aussi à son premier vice-président qui vient de déposer sa démission suite à sa nomination en qualité de secrétaire général de la région. Il faut également souligner que le conseil régional de Zender compte 41 conseillers élus, 8 chefs traditionnels et 20 députés nationaux. On peut aussi noter la présence d'une délégation d'opérateurs économiques nigérianes venus spécialement pour la circonstance. Le président du conseil régional et son vice-président leur ont souhaité la chaleureuse bienvenue de la cité historique du Damagaram avant de témoigner à leur tour toute leur gratitude aux autorités et à toute la population de la région de Zender. El Hajj Tajdoun Aminou Antata a, au nom du groupe, réitéré son engagement à œuvrer aux côtés du conseil régional en ce qui concerne leur contribution au développement socio-économique. Rencontre au cours de laquelle l'esprit de solidarité, de fraternité et de partage a prévalu. Retour à Niamey, les premières promotions du Master en sécurité alimentaire et nutritionnelle et du Master en gestion durable des terres ont reçu hier après-midi leur diplôme au centre régional Agrimet. Les 3 premiers de chaque promotion ont reçu en plus des cadeaux. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, Gérald Abdelaziz Issouf Suleiman. Après avoir reçu pendant 6 mois une formation de qualité au centre régional Agrimet, sous la houlette du professeur Sanoussi Atta, expert formateur en agronomie, les 16 étudiants, dont 6 femmes, des toutes premières promotions du Master en sécurité alimentaire et nutritionnelle et du Master en gestion durable des terres, qui ont rivalisé d'ardeur dans les études et les recherches, peuvent enfin savourer leur réussite. En présence du directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, ils ont reçu leur parchemin tous. Et les 3 premiers de chaque promotion ont bénéficié de magnifiques présents en plus. Le succès de cette formation est à mettre à l'actif des partenaires du CILS, notamment l'Union européenne, qui s'est chargée du financement dans le cadre de ces programmes de sécurité alimentaire et de gestion durable des terres. La reconnaissance des récipiendaires par le billet de Big Togo, leur représentant, est allée à son endroit, mais également envers les autres partenaires, les enseignants et les autorités nigériennes. Le directeur général du centre régional Agrimet est intervenu dans le même ordre d'idées, mais il a surtout insisté sur le travail qui attend les récipiendaires. Ce résultat
constitue, à n'en point douter, un motif de satisfaction pour le SILS et pour ses partenaires, surtout que les formations en master en sécurité alimentaire et nutritionnelle et en gestion durable des terres constituent une demande des pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest confrontés à l'insécurité alimentaire et à la détérioration des terres. Chers récipiendaires, je vous félicite pour le travail accompli et vous exhorte à mettre en application les connaissances acquises durant votre formation, car vous serez jugés sur le terrain. Je ne doute pas que vous serez à la hauteur. Cet exercice sera aussi la marque de la qualité de la formation reçue au Centre régional Agrimet. Permettez-moi, à ce stade de mon propos, d'insister ô combien les tâches qui vous attendent sont nobles et exaltantes. Je vous exhorte donc à avoir toujours présente à l'esprit la satisfaction d'une mission bien accomplie pour gagner la confiance des populations sahéliennes et ouest-africaines. Il faut noter que parmi ces 16 diplômés, tous issus des pays membres du SILS, 67% proviennent des services étatiques, 14% des ONG, 6% de la recherche et 14% des étudiants directs. Cet effectif porte à 1200 diplômés formés par le Centre régional Agrimet pour les cycles master ingénieur et technicien supérieur. Une mission de barreau conduite par Maître Kodo Oumarou, avocat à la Cour, se trouve depuis ce matin dans la région d'Agadez. Cette mission s'inscrit dans le cadre de l'assistance gratuite aux détenus à l'occasion de la session de la Cour d'assises. Suivant à ce propos le chef de la délégation, Maître Kodo Oumarou, il est au micro de Nassur Nahakale et Hachim Mohamed. Le barreau a tenu à être présent comme de tradition pour venir apporter son appui et son assistance de façon gratuite relativement à tous les dossiers inscrits au rôle de cette session. Nous faisons donc du judiciaire, notamment donc la défense des accusés. Nous faisons également du juridique. Et vous avez vu, nous avons ici au sein même du tribunal une salle réservée à des consultations gratuites. Et nous accueillons effectivement les justiciables qui ont des problèmes juridiques pour qu'on leur donne des conseils relativement donc à leur cas. Et c'est pourquoi nous sommes toujours à la disposition de cette population d'Agadez et nous sommes là jusqu'à la fin de ces assises qui prendront fin sûrement le 29 de ce mois. Et je dirais au passage pour remercier donc, le PAGED qui est un programme d'appui à la justice et à l'état du droit. C'est avec donc l'aide de ce programme que le barreau a pu effectivement dépêcher une équipe pour venir effectivement donc faire du social, comme je l'ai dit. L'école primaire de Salaka Damna dans la région de Tawa vient de bénéficier d'un bloc flambant neuf de 3 salles de classe réalisées selon la méthode de construction sans bois d'un coût global hors taxe de plus de 20 millions de francs CFA. Et c'est la compagnie minière et énergétique du Niger, Semen, qui a gracieusement réalisé cette œuvre dont la réception a eu lieu en présence du préfet du département de Tawa, Abdou Adraman et Fatibamou. Plusieurs allocutions ont marqué cette importante cérémonie officielle de remise des clés à laquelle prenaient part, outre les préfets du département d'Ottawa, les députés nationaux, les maires de la commune rurale de Takanamat, les directeurs régionaux de Salkadamna,